Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 7 décembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce mardi, l'eurobond s'amplifie en Europe. On a eu quand même une série d'indicateurs assez positifs ce matin et parallèlement, Wall Street avait quand même entamé un puissant rebond hier, soutenu notamment par les propos du docteur Anthony Fauci. Donc hier, Wall Street a quand même bien terminé en hausse. On a poursuivi le rebond. Globalement, les secteurs sensibles et les valeurs liées au voyage ont progressé. Les investisseurs étant encouragés justement par les commentaires optimistes du spécialiste des maladies infectieuses et principal responsable du suivi de l'épidémie aux États-Unis sur le dernier variant du coronavirus. Donc, alors que le variant Omicron a suscité l'inquiétude et que de nombreux pays ont imposé de nouvelles restrictions, comme en France ce matin, hier soir avec les propos de Jean Castex, les investisseurs ont semblé rassurés par les propos du docteur Anthony Fauci qui a déclaré que ce variant ne présentait pas un degré de gravité élevé. Il a toutefois précisé que des études supplémentaires étaient nécessaires. Donc là maintenant, on va voir un peu les news qui vont tomber de la part des chercheurs et des scientifiques d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines. Néanmoins, les fabricants de vaccins contre le Covid-19 comme Moderna et Pfizer ont quand même fini en baisse, les investisseurs anticipant que le développement de vaccins ciblant spécifiquement Omicron pourrait prendre des mois, ce qui est tout à fait logique. Néanmoins, ce matin en Europe, eh bien, on poursuit le rebond. On met très clairement fin au flux baissier qui avait été mis en place depuis maintenant des semaines. On a eu un puissant gap haussier avec une belle séance flux et directionnelle, puisqu'on a eu des chiffres meilleurs qu'attendus des importations chinoises et surtout de la production industrielle allemande, confortant justement le rebond entamé la veille après les déclarations jugées rassurantes par le docteur Anthony Fauci. Du côté de la macroéconomie, les chiffres mensuels du commerce extérieur chinois montrent un bond de 31,7%, bien plus marqué qu'attendu, des importations en novembre, tandis qu'en Allemagne, la production industrielle affiche une hausse de 2,8%, plus de 3 fois quand même supérieur au consensus. Et derrière, on a quand même eu l'indice ZOO en Allemagne qui, pareil, est ressorti supérieur aux attentes. Donc globalement, une séance qui avait bien démarré avec la clôture hier aux États-Unis et qui ce matin est vraiment dopée par des indicateurs macro qui viennent un peu rassurer les investisseurs sur la croissance et la production industrielle. Alors, si plusieurs pays quand même, dont l'Italie et la France, ont annoncé hier de nouvelles mesures visant à endiguer la nouvelle vague de l'épidémie de Covid, les informations les plus récentes sur le variant Omicron tendent globalement à rassurer les investisseurs quant au risque d'une dégradation supplémentaire de la situation sanitaire. Ce qui fait que les investisseurs craignaient effectivement des restrictions assez fortes qui pourraient potentiellement plomber la croissance et la reprise économique dans les pays un peu fragiles. Finalement, pour l'instant, ce risque est écarté et les investisseurs estiment que le pire n'est pas certain, ce qui explique justement la forte hausse qu'on a actuellement sur les places européennes. Et on a eu aussi plusieurs déclarations, notamment sud-africaines et américaines, sur les symptômes sans gravité particulière apparente provoqués par le variant, ce qui fait encore une fois de plus des messages se voulant rassurants sur le variant Omicron. Par conséquent, les marchés ne sont plus en mode panique, bien au contraire,
ils ont déclenché ce matin un puissant flux haussier et justement on fera le point dans la partie technique car j'estime que maintenant on n'est plus, enfin ils ont inversé la tendance. On avait vraiment un flux baissier à court terme avec ce gap de rupture. On a franchi les gros niveaux qui invalideraient le flux baissier, comme les 6900 points pour le CAC et les 15 500 pour le DAX. Donc maintenant qu'on est repassé au-dessus de ce niveau, prudence sur les ventes. On va quand même faire le point dans la partie technique, mais globalement, ce matin, on a très clairement un flux acheteur impulsif et directionnel. Donc, il va falloir commencer plutôt à chercher des achats pour des mouvements swing. Néanmoins, on fera le point dans la partie technique. Il y a des niveaux intéressants sur certains indices pour tenter de jouer quelques replis. Concernant la partie macro, ici c'est un graphique du franc suisse et des interventions de la BNS. Donc, dans les commentaires hier de la vidéo, certains me demandaient si c'était pas risqué de jouer la hausse de l'euro sur des interventions de la BNS. Car effectivement, beaucoup de traders, particuliers comme professionnels, ont été traumatisés en 2015 par l'effondrement du franc suisse. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ces deux choses complètement différentes. C'est que ici, on avait un taux plancher qui était situé à 1,20. Et donc, la stratégie par le passé, c'était de se positionner à l'achat une fois que l'euro CHF atteignait les 1,20. Si vous reprenez vos graphiques et que vous allez voir l'historique passé, effectivement, on avait des trades assez faciles à réaliser. Une fois que ce niveau était atteint, les traders se positionnaient à l'achat puisqu'il y avait un taux plancher qui était situé à 1,20. Et donc, ça permettait quand même de jouer quelques stratégies agressives sur ce niveau. Mais un jour, la BNS s'est réveillée et s'est dit, tiens, si on supprimait le taux plancher. Et résultat, ça a surpris tout le monde, personne ne s'attendait à cette décision. Et le fait de supprimer le taux plancher à 1,20, il y a eu un crack sur l'euro CHF et on est tombé sur mèche, on a dû taper les 1 et quelques. Derrière, on est quand même remonté. Maintenant, depuis que le taux plancher a été supprimé, encore une fois, on remarque que le marché a quand même une mémoire, surtout en analyse technique, je trouve. Et quand on a eu le crack, derrière, le marché est remonté. On est venu vraiment refermer ce niveau au pips près. Et derrière, on est reparti à la baisse. Donc là, pareil, vraiment la pertinence de l'analyse technique et surtout, encore une fois, le marché a une mémoire. Ce qui montre à quel point la réaction a été chirurgicale sur ce niveau derrière. Maintenant, ici, ce que nous avons, c'est des interventions sur le marché d'échange de la part de la BNS. En fait, elle intervient parce qu'elle estime que le franc suisse est trop fort et que ça pourrait pénaliser l'économie du pays. Donc, ce qui se passe, c'est que sur les gros niveaux, la BNS intervient pour éviter une trop forte appréciation du franc suisse. Donc, ce graphique date quand même d'il y a, il n'est pas tout à fait à jour. En fait, il date exactement d'il y a 2 semaines. Donc, c'est dommage. J'aimerais bien retrouver ce graphique avec les niveaux vers les 1,04. Donc là, c'était les niveaux sur les 1,05. Mais certains s'attendaient de nouveau à ce que le niveau des 1,05 réagisse. Et encore une fois, on est allé plus bas. Car ici, en gris, vous avez l'intervention de la BNS sur le marché d'échange. Et effectivement, on voit ici qu'elle a intervenu massivement en 2020 sur ce niveau. Et derrière, ça a quand même permis une forte reprise. Et on voit qu'elle intervient quand même sur des gros niveaux clés. Elle était aussi intervenue à peu près sur ce même niveau. Bon, là, forcément, elle ne s'attendait pas à un tel crack. Donc là, pareil, elle a intervenu massivement pour permettre un rebond. Mais globalement, depuis 2017, même depuis 2015, elle intervient sur différents niveaux clés. Et donc là, je vous disais, je m'attendais pareil, je m'attends toujours en fait, parce qu'on le sait, elle intervient officiellement sur le marché d'échange, sur certains niveaux. Et là, ce qui était intéressant de voir, c'est que elle a décidé que le franc suisse pourrait encore aller un peu plus bas, il pourrait encore se renforcer. Et effectivement, quand on regarde par rapport à 2020, où on avait des interventions quand même assez importantes de la BNS, sur le niveau des 1,05, ici, on n'a strictement rien eu. On a eu une intervention mais très légère comparée à 2017 et à 2020.
on n'est pas du tout sur le même niveau d'intervention. Donc globalement, les experts estiment que le franc suisse pourrait encore se renforcer et que la BNS pourrait attendre. Et je pense effectivement qu'on a des niveaux clés sur lesquels il faut intervenir à l'achat pour profiter du flux entrant de la BNS. Et donc, ce serait soit sur les 1,04, soit un peu plus bas sur les 1,02. Maintenant, effectivement, ce sera intéressant de retrouver ce graphique en temps réel pour voir s'il y a des flux entrants. Et actuellement, sur les 1,05, beaucoup estimaient qu'on allait avoir un rebond, mais les flux n'étaient pas suffisants comparé à ici, ce qui a permis un véritable rebond. Et je pense que la BNS va encore attendre un peu, mais qu'on se situe quand même sur des beaux niveaux de prix pour tenter de jouer un rebond. La dynamique demeure baissière, je verrai plutôt un range entre les 1,04 et les 1,05, mais une fois qu'on atteint les gros niveaux de support, eh bien, tenter des trades à l'achat pour profiter potentiellement de flux à venir de la part de la BNS. Voilà comment on peut interpréter ce graphique et la politique que mène la BNS pour éviter justement que le franc suisse se renforce de manière trop importante. Ici, nous avons le PIB américain. Selon les prévisions, encore une fois, de Goldman Sachs, globalement, on devrait terminer l'année sur une note positive, puisque alors Goldman Sachs est optimiste pour le coup. Pour le quatrième trimestre, il vise quand même 6,5. De manière générale, le consensus table sur 5,4 ou 5,5. Goldman Sachs estime qu'on aura une croissance du PIB américain à 5,6%. Par contre, forcément, on était en période de reprise économique durant l'année 2020. En 2022, on ne sera plus dans une phase de reprise. On sera quasiment de nouveau de retour sur les niveaux d'avant Covid. Néanmoins, la croissance devrait quand même être bonne, mais pour le coup, Goldman Sachs se montre moins optimiste que le consensus. Un table, si vous voyez ici, sur le Q1, Q2, Q3, Q4, 3%, 3,5%, 3 et 2%. Pour une note globale, Goldman Sachs, en gros, estime qu'on pourrait avoir une croissance du PIB américain en 2022 à 3,8% et en 2023, 2,2%. Donc là, ce serait très clairement un retour sur les niveaux d'avant Covid. En 2019, la croissance américaine, si je ne dis pas de bêtises, s'est établie à 2,3%. Donc là, ce serait un retour sur une croissance un peu molle et on aurait exactement la même chose en Europe. Maintenant, la croissance reste quand même plutôt encourageante, mais elle va quand même fortement diminuer par rapport à 2021 et surtout ce que les investisseurs vont regarder. Encore une fois, c'est un thème forcément qui a animé l'année 2021, mais qui va encore animer l'année 2022 pour le premier et le deuxième trimestre, je le pense, c'est toujours et encore l'inflation, avec, comme certains l'estiment, toujours des risques de stagflation, à savoir une inflation forte, et en revanche une croissance quasiment molle, voire plate. Bon, là, pour le coup, on aura quand même un peu de croissance logiquement, mais rien d'extraordinaire. Ce ne sera pas aussi impressionnant qu'en 2021. Donc voilà en tout cas les prévisions de croissance qui sont plutôt bonnes dans l'ensemble, mais effectivement on ne sera plus en période de reprise économique et on risque doucement de rentrer petit à petit dans une croissance un peu molle, à voir les perspectives pour l'Europe, mais derrière si l'inflation reste forte et élevée, forcément ça pourrait pénaliser encore une fois le marché action. Côté graphique, donc. Le CAC 40, donc on est vraiment dans un flux haussier, directionnel et impulsif. On a fait un gap en extrême. Vous voyez, gap en extrême, derrière, c'est tout de suite parti pleine balle. On est dans une séance flux. Donc là, prudence sur les ventes. Moi, j'estime qu'on invalide justement le flux baissier. Je voyais un range qui allait durer
un peu plus longtemps sur le CAC. Au final, derrière les propos rassurants de plusieurs chercheurs et scientifiques et les bonnes données macro qui sont tombées ce matin ont propulsé le CAC 40. Maintenant, il va falloir chercher plutôt des achats dans le sens de la tendance sur le CAC. Alors, les plus expérimentés tenteront peut-être un trade court sur repli pour tenter un léger repli. Néanmoins, on a quand même cassé un gros niveau. Et le fait qu'on soit repassé au-dessus des 7000 points montre très clairement la force acheteuse qui est actuellement en place. Donc là, tout porte à croire qu'on pourrait aller venir combler le gap vers les 7070. Je n'exclus pas un petit repli ici. Si vous voulez jouer 30-40 points, c'est tout à fait possible. Il faudrait basculer sur les unités de temps un peu plus courtes. Mais là, on a quand même franchi des gros niveaux. On arrive aussi sur des niveaux quand même assez importants, mais plutôt chercher des achats dans le sens du flux à court terme. Tenter un repli pour revenir prendre appui sur les 7000 points, effectivement, pourquoi pas, pour revenir pullbacker. Mais derrière, au vu de la séance et de la dynamique, je pense qu'il va falloir chercher des achats à court terme pour venir combler le gap. Maintenant, si on se met en donner une heure, pour le moment, vous voyez qu'on empile les bougies vertes. C'est très haussier, on a vraiment un flux, donc difficile d'être à contre-courant. Bien évidemment, il y aura un repli, on ne va quand même pas monter à la verticale, mais là, il faudra attendre un signal de repli sur des unités de temps un peu plus courtes. Et pour l'instant, on empile les bougies vertes. Effectivement, s'il y a un petit signal sur des données un peu plus courtes, pourquoi pas jouer le repli pour viser le pullback sur les 7000, permettre un peu à l'indice de souffler et ensuite se repositionner dans le sens du flux pour venir fermer le gap juste ici à 7070 points. Pour le DAX, il y a un gros niveau qui m'intéresse aussi pour jouer un repli. C'est ici. J'ai mis une alarme car là, pour le coup, je trouve très propre ce niveau. Je préfère actuellement à court terme. Là, je n'ai pas de plan swing sur les indices, c'est vraiment plus de l'intraday. Pareil, pour prendre 50-100 points sur le DAX, alors, on est vraiment sorti de cette zone de congestion, gros gap haussier, on invalide le flux. Donc là, quand même, sous-performance, encore une fois, du DAX, puisque le CAC a déjà franchi les 61,8, alors que le DAX vient juste à peine de dépasser les 50. Néanmoins, il y a un gros niveau qui m'intéresse, c'est la zone qui est juste ici, le point bas du 24, et on a la MM 4 heures qui arrive en soutien sur ce gros niveau. Donc là, pareil, on est dans une séance flux. Néanmoins, si on arrive sur ce niveau, ce serait intéressant de vendre pour viser un retour et aller chercher peut-être 50-100 points juste en intraday. En tout cas, ce serait la stratégie du jour à adopter. Je vais surtout me mettre en données 4 heures. Donc là, finalement, sortie de triangle par le haut, quasiment. Et ici, on a un très beau niveau. Voilà, c'est le plus bas du mercredi, c'est la mèche basse lors de la séance du mercredi 24. C'est un gros niveau. Et derrière, on a la MM50 4 heures qui vient s'aligner à ce niveau-là. Donc là, j'estime qu'on pourrait avoir une réaction du marché pour un repli. Après, au contraire, plutôt chercher des achats. Mais ici, on a vu une stratégie vendeuse sur ce niveau, sur signal, devrait donner quelques points. En tout cas, en intraday, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher entre 50 et 100 points. Ce serait la stratégie du jour à adopter sur l'indice allemand. Pour l'instant, pareil, on reste quand même bien orienté, mais effectivement, je trouve qu'on a une belle zone, juste ici, sur la mèche basse, et si on prend le, voilà, vous voyez, tac, ici, on revient dessus. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, il faudra un signal, on ne l'a pas. On empile les bougies vertes, on a eu un début de matinée assez flux et impulsif, là on se stabilise, mais il faudra attendre et se rapprocher le plus près de ce niveau selon moi, pour, donc ce serait la zone des 15 730, 15 760, donc cette zone de 30 points, sur signal, donc un avalement 15 minutes ou en
bougie horaire, avec un stop loss juste au-dessus pour aller chercher dans un premier temps 50 points, puis 100 points sur l'indice allemand. Voilà la stratégie du jour, selon moi, adoptée sur notre indice allemand. Le Dow Jones, impressionnant, encore une fois, un rebond assez puissant. Je m'attendais à une réaction sur les 35 000, mais au final, rien du tout. On n'a eu aucune bougie de retournement ou un signal technique valable. Donc là, pareil, j'attends toujours la prochaine zone. Les futurs sont bien orientés dans le vert aussi. Donc là, on devrait ouvrir avec un gap haussier. On devrait ouvrir avec un gap haussier et je pense qu'on va venir chercher et combler ce gap. Donc là, je m'envoie l'Ishimoku, il sert à rien. Hop. Donc là, à mon avis, ça va ouvrir avec un gap haussier. On va atterrir ici, on va être perdu au milieu de nulle part. Je m'attends à une réaction du marché. Mais pareil, si on ouvre avec un gap haussier et que le marché monte dans cette zone, eh bien, il faudra revendre, chercher des ventes pour venir combler le gap. Là, actuellement, on va voir sur les futurs, mais je crois qu'on prend 1%, donc ça devrait faire quand même une belle hausse. Exactement, on devrait ouvrir sur cette zone et je pense que chercher une vente à court terme pour venir combler le gap avant de repartir sur une bonne stratégie. Donc là, pareil, plutôt un plan intraday qui consiste à trouver une vente sur ce niveau pour venir combler le gap. Donc là, pas de plan swing, plutôt un scénario intraday. Donc là, on a quand même une très belle zone. C'est le niveau des 61,8, couplé tout simplement à un niveau de prix horizontal. Donc 35 585, 35 645. Donc là, ça va être le niveau à surveiller à l'ouverture. Je pense que le marché pourrait venir combler ce gap avant de repartir potentiellement vers la borne haute de son canal haussier. Maintenant, si on bascule sur les futurs, donc là, on est quand même bien au-dessus de la zone. Donc, à voir, on est quand même en train de casser les 61,8. Voilà pourquoi je vais attendre l'ouverture du marché à 15h30 pour voir où le cash ouvre. Car effectivement, si une gap qui ouvre au-dessus des 61,8 et de la zone, ça peut être un peu compliqué. Mais si au contraire, d'ici l'après-midi, ça retombe un peu et qu'on ouvre dans la zone, pile poil dans cette zone sur le cash qu'on vient de voir, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait tenter une vente juste pour jouer un repli, hein. Absolument pas un retournement de marché. Là, on a vraiment un rebond conséquent important. Donc, évitons d'être à contre-courant. C'est vraiment un trade sur repli, mais je pense que derrière, il faudra plutôt chercher des achats vu la tendance et vu la dynamique. Maintenant, en données 4 heures, eh bien, la divergence a parfaitement fonctionné. Elle a donné plus que l'objectif théorique. Et en données horaires, voilà, on est juste au-dessus de la zone. J'estime que c'est encore un peu trop tôt. Là, ce qui va m'intéresser vraiment sur le Dow Jones, c'est de voir où s'effectue l'ouverture du cash. Et là, ça va être très important. Si on gape la zone, dans ce cas-là, pareil, ça voudra dire qu'on a quand même un flux acheteur important et qu'au final, la stratégie vendeuse que je viens d'évoquer serait potentiellement invalidée. Et au contraire, si sur le cash, on ouvre dans la zone, eh bien, pourquoi pas à protéger quand même très rapidement, mais tenter une fermeture du gap avant un redémarrage haussier et une cassure du niveau des 61,8 et de cette zone. Le Forex est franchement mou, peu d'opportunités, je trouve. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà à la vente sur l'euro-dollar depuis les 1,1370 ou avaient tenté de se rapprocher. Je sais que certains avaient tenté de se rapprocher de ce niveau, avaient quand même revendu à l'approche des 1,1370. Bon, l'euro ne fait pas grand-chose. Là, on a quand même un signal
convaincant, je trouve, mais pour autant, prendre un trade là-dessus, c'est toujours risqué sur les milieux de range, mais un signal convaincant, en tout cas, pour aller chercher la borne basse du range, une nouvelle fois. Mais sinon, rien de nouveau, finalement, sur cette paire, je trouve. Comme sur beaucoup de paires, d'ailleurs. Et je pense qu'il faut toujours continuer à travailler le range et se positionner sur les niveaux clés. Donc peut-être que je sais que certains avaient tenté de rentrer ici, bon, pas vraiment sur signal, même si on a eu un gros signal le 30 novembre. Donc là, un TP1 a été fait en soi, mais globalement, je vise toujours un retour sur les 1,1180. Là, confirmé en clôture de bougie, comme d'habitude. Mais si on repasse sous les 1,1270, effectivement, je pense que la meilleure stratégie, encore une fois, sur l'euro-dollar jusqu'à la fin de l'année, je pense, c'est la stratégie de ping-pong et de trading range entre les deux bornes. Voilà, pas plus compliqué, chercher des achats sur la borne basse, des ventes en haut. Et si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, vous attendez la cassure d'une des deux bornes. Globalement, j'estime qu'on devrait avoir une phase de stabilisation et de trading range à venir pour les prochaines semaines sur l'euro-dollar. Donc là, rien de plus à ajouter. Surveillez la clôture daily et auquel cas, laissez dérouler le trade si vous étiez vendeur ici pour aller chercher les 1,1180. Et effectivement, si vous étiez vendeur ici et qu'on clôture sous les 1,1270, eh bien, je vous invite à protéger votre trade et à le mettre à break-even et voir si le marché vous donne raison par la suite. J'ai oublié la paire que je voulais vous présenter. De toute façon, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait le GBP-AUD, mais c'est trop tard. Ah, c'était l'euro-yen. Il y avait le GBP-AUD, mais c'est trop tard pour le plan. Je sais pas. Je vous invite aussi à ça, c'est des astuces à faire, mais à surveiller les ouvertures sur le Forex. Ici, ça ouvre avec des gaps, étant donné que c'est quand même assez rare. Et ici, j'ai pas su la noter hier. C'est une paire que je regarde pas beaucoup, mais effectivement, on avait quand même un chandelier intéressant. Vous voyez qu'on a ouvert avec un gap haussier lundi. Derrière, on a clôturé dans plus de 50% de la bougie précédente dans le corps. Donc, on a formé ce qu'on appelle un dark cloud cover, couverture en nuage noir en français. Donc, derrière, signal technique de retournement baissier. Mais là, j'estime que c'est trop tard. Peut-être que certains l'ont vu. Malheureusement, je ne l'ai pas noté hier, sinon je vous aurais dit de surveiller la clôture de cette bougie. Bon, tant pis, ça aurait pu être un plan intéressant à mettre en place à la vente, mais là j'estime qu'on a déjà retracé une grosse partie du mouvement haussier et qu'il est trop tard pour entrer sur cette paire. En tout cas, petite astuce quand même, toujours surveiller à l'ouverture du Forex le dimanche si on n'a pas des gaps haussiers ou baissiers sur certaines bougies. L'euro-yen, pareil en fait, mais j'aime pas ce qu'on est en train de faire. C'était bien parti en début de matinée, mais encore une fois, on avait eu un gap baissier et un avalement. On était repassé au-dessus des 127,95. Donc là, pour le coup, la clôture, je la trouvais belle, avec ce bel avalement, mais ce matin, j'ai peur que ce chandelier s'invalide, tout simplement, car si je bascule en données 4 heures, c'était bien parti durant la nuit, franchissement de la M50 et de la Kijun, et là par contre, j'aime pas du tout la bougie qu'on est en train de faire, à savoir une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, avec réintégration sous la zone de résistance. Donc on a repassé sous le support du coup, donc à confirmer en clôture, mais là j'ai presque envie de mettre en place une stratégie à nouveau vendeuse sur cette paire. Bon, l'oblique se trace pas super bien, mais on a quand même un beau flux baissier.
Les cassures Tenkan Kijun ont plutôt bien fonctionné, que ce soit ici, ici, et là on est en train d'en faire une deuxième. Donc, j'attendrai quand même la clôture 4 heures, et je pense que si on repasse sous ce niveau, des 127,90, eh bien, encore une fois, on a un flux baissier. Pourquoi pas essayer de rattraper sur pullback de la résistance ici cassée, enfin du support cassé qui deviendra résistance, et tenter une petite vente avec un stop loss juste au-dessus de la mèche, donc au-dessus du nuage, vers les 128,60, pour aller chercher, un, les plus bas, et deux, une accélération en direction des 126,75. Certains y verront peut-être aussi un double top, je suis d'accord, si on prend la mèche. Et donc la ligne de coup, ce serait la mèche la plus haute. Donc ici, on a une zone, très clairement. Donc ici, il y a une zone. Là, on a quand même enfoncé un gros niveau de support. Le prochain niveau sur cette paire, il faudrait que je trace les niveaux intermédiaires, mais je pense qu'on a quand même les 126,70 à aller chercher. Et d'un point de vue de Fibo, est-ce qu'on a des informations pertinentes? C'est ça tombe pile poil avec les 126,70. Parfait, donc ce serait les 38,2. Là, on a un beau niveau à aller chercher. 126, 60, 126, 70. En données 4 heures, le stop loss au-dessus de la zone, exactement. Donc ça peut être une stratégie intéressante à mettre en place. 126, 70, ok, donc c'est un peu plus bas, c'est par ici. Donc à confirmer sur clôture de bougie, si on confirme cette cassure Tenkan Kijun. Si on veut essayer d'affiner et atteindre potentiellement un pullback, donc là la bougie clôture dans 1 heure, un stop loss au-dessus de la mèche avec un TP1 à 127,45 et un TP2 à 126,75. Voilà un plan pertinent dans le sens de la tendance baissier sur l'euro-yen. Le GBP-USD, rien de nouveau, je l'attends toujours dans la zone, comme vous le savez, très rapidement, mais voilà, pareil, pour moi je l'attends ici pour vous proposer une stratégie à l'achat. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, c'est baissier, donc laissons la baisse se terminer, et je pense qu'on va aller venir taper cette zone-là dans pas longtemps. On est déjà venu l'effleurer, mais j'aimerais une incursion un peu plus belle pour avoir un meilleur ratio. En tout cas, surveillez cette zone hebdomadaire qu'on a évoquée la semaine dernière, et le GBP-USD, je l'attends ici, par ici, pour tenter une stratégie à l'achat. Le gold. Bon, le gold, rien pareil, rien de nouveau, je trouve. C'est un marché vaseux, compliqué, où il n'y a pas de flux, où il n'y a pas de tendance vraiment qui se dessine sur des unités de temps un peu plus courtes. Donc là, je préfère aller vraiment sur des marchés où il y a de l'action, hein, comme d'habitude, où il y a du flux, où il y a une tendance, où on a des beaux niveaux, où on peut soit se positionner dans le sens du flux, soit se positionner sur des replis, vendre des rebonds. Là, on ne va pas se mentir, il ne se passe absolument rien sur le gold. Donc encore une fois, pour moi, la zone idéale d'achat, ça reste les 1750. Effectivement, il y a eu un petit avalement haussier. Ce qui me dérange, c'est que l'avalement haussier ici, il a eu lieu sous une zone de résistance et qu'on est sous Tenkan, moyenne mobile 50, MM50, sous Kijun. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui me dérangent sur le gold actuellement pour tenter une hausse sur ce niveau. Je vous le dis franchement, mais j'aurais peur de me prendre des portes de saloon. Et je préfère tenter des achats ici, quitte à ce qu'on retourne ici dans cette fameuse grosse bataille, mais au moins on peut vite protéger le trade. Hop, si les vendeurs prennent un peu l'ascendant, font un excès baissier ici, tenter des achats, si ça repart, on met stop à 0,
on voit de nouveau dans la grande bataille qui dure maintenant depuis pas mal de temps sur cette zone qui gagne. Si ça retombe, hop, on est stoppé, on retente. Et si ça casse, eh bien potentiellement, on peut aller chercher un peu plus haut. Mais voilà, la zone qui m'intéresse vraiment, je trouve pertinente, ça reste les 1750 à l'achat. À court terme maintenant, même en données 4 heures, c'est compliqué de payer ça, je trouve. On reste sous la zone, on reste quand même dans une dynamique baissière, sous la MM50, sous le nuage. Bon, je suis envoyé vraiment un trade à l'achat ici, je trouve que c'est risqué et ça n'a pas de sens selon moi. En tout cas, je trouve que c'est prématuré. J'attendrai très clairement un retour par ici. Et tant pis si le marché ne revient pas chercher cette zone. Dans ce cas-là, je préfère avoir du retard, mais avoir un signal haussier validé et confirmé par le marché. Donc, dans ce cas-là, ce serait une bougie flux et directionnelle au-dessus des 1800 $. Mais pour l'instant, vous voyez quand même que on a des grosses mèches, hein, c'est impressionnant, mais les vendeurs exercent une énorme pression. Ici, on tente, hop, rejeter, pareil ici, de nouveau ici, là on bute. Il y a vraiment une force vendeuse qui s'exerce sur ce niveau, donc voilà pourquoi je trouve que c'est prématuré de se positionner à l'achat. Soit on attend la cassure, bon, bah, au moins on a un peu de retard, mais un signal est confirmé, sinon on tente la stratégie sur les 1750 pour se positionner sur un quand même très beau niveau de support. Et si derrière ça repart, et bien au moins on a une marge de manœuvre suffisante pour sortir, au moins si ça retombe, avec un stop loss soit break-even, soit légèrement en stop win. Le Brent, toujours dans son rebond, on prend 3%. On arrive sur une belle zone. Donc là, j'attends, je pense que le range pourrait s'effectuer sur le pétrole, par ici. Je disais hier que le range, ce serait soit ce niveau-là, soit un peu plus haut. Bon, j'ai bien envie de voir si on va pas partir dans un range un peu comme ici. Ce serait un beau niveau, mais pour l'instant, ça reste haussier, en tout cas. Si vous étiez acheteur, eh bien, prenez des bénéfices. On arrive quand même sur des gros niveaux. Mais là, pour moi, on a une zone. Pour moi, il y a une zone. Alors, à confirmer, car effectivement, s'il me fait une cassure Tenkan Kijun comme ici, et bien encore une fois, on sera sur une bougie flux directionnelle et impulsive, donc potentiellement un signal technique haussier à venir. Chikou serait libre de tout obstacle en plus, donc derrière, on pourra aller plus haut. Mais à court terme, pour moi, il y a une zone juste ici. Elle pourrait permettre un range si le marché calme. Donc là, c'est un niveau à surveiller. Pourquoi pas tenter des ventes pareilles sur repli. Cette zone-là, très importante. En données daily, voilà, on est par ici. Pareil, en données daily, si je supprime la zone qu'on vient de tracer, hop, juste au-dessus, vous voyez qu'on a le bas du nuage et le plaquis jaune. Donc là, il y a encore un peu de hausse à aller chercher, pourquoi pas. Mais ici, je pense qu'on peut quand même tenter des petites ventes réactives. Pareil, à protéger très vite, mais au moins jouer le repli. Vous protégez, vous prenez quelques points, et finalement, si c'est la borne haute d'un range, eh bien, vous pouvez engranger pas mal de points. Mais là, c'est encore trop tôt. Je pense qu'on peut aller chercher un peu plus haut. Vous voyez, ce plaquis jaune ici, daily, bas de nuage, zone forcément horizontale de résistance, et en parallèle, on a quand même notre plat Tenkan et Kijun. Donc là, c'est un très gros niveau de prix à surveiller. 75, 75. Et en données 4 heures, ça pourrait donner, ok, ça donnerait le haut de cette mèche. Voilà pourquoi j'estime qu'un range est potentiellement envisageable sur le pétrole. Après, c'est une anticipation. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est des belles bougies, mais ici, les traders les plus expérimentés pourront
tenter, à mon avis, quelques ventes sur repli pour retomber ici et très très vite protéger le trade. Car là, quand même, on a un puissant rebond. Mais si globalement, ça part dans le bon sens, eh bien, vous pourrez engranger, je pense, pas mal de points derrière. Le light. Le light, ce serait à peu près la même chose. Ce serait par ici. Ce serait de nouveau par ici, la zone haute. Regardons en données hebdomadaires. Elle est un peu plus haute même. Elle est un peu plus haute. 73,52, 73,88. Ok. 73,88. Oui, c'est par ici. Ce serait pullback sur notre oblique. Bon, prématuré, je pense. Aussi, autant le Brent, il manque pas grand-chose, autant là, il y a une belle zone de prix à l'horizontale aussi ici, en prenant ce sommet. Il y a la mèche là, si on relie un peu. Bon, ce serait tenté par ici. Et si on reprend la dernière vague de baisse, ça me donne 50% logiquement. C'est ça, à peu près. Bon, là on a passé les 38,2. Mais niveau intéressant pour tenter une vente, ce serait là. Ce beau niveau. 73,50, 74 à peu près. Voilà le niveau. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. Pareil, on est dans une séance flux et haussière. On est en train de casser une résistance, donc si vous êtes à l'achat, tant mieux. Sur le WTI, il y a peut-être encore un peu de place pour aller chercher un peu plus haut. Mais c'est le niveau qui va m'intéresser pour tenter un repli. Je ne parle pas de retournement. Je n'ai absolument aucune idée si le marché fait juste un rebond et va retomber. Mais en tout cas, j'estime qu'un repli et qu'il est possible de tenter une vente pour jouer un repli. Juste ça dans un premier temps. Ensuite, on avisera et on verra si c'est un mouvement correctif plus profond ou juste un repli au sein d'une reprise haussière. Le Bitcoin, bon, ça se présente plutôt bien. Je reste quand même prudent. Je ne veux pas m'emballer. Je trouve que le BTC reste fragile, comme vous le savez. Néanmoins, j'ai aimé la bougie d'hier. J'aime la bougie du jour aussi. Juste, je ne veux pas m'emballer comme j'ai pu le faire au cours des séances précédentes. Rien n'est fait encore. On a potentiellement un creux de marché à court terme, effectivement sur le BTC, mais pour ma part, j'estime que ce creux de marché sera véritablement confirmé si on repasse au-dessus des 53 250. Donc là, je vais supprimer l'Ishimoku pour que ce soit plus clair et plus propre sur ce graphique. Donc, ok, on a peut-être un canal baissier ici, mais là, il y a un gros niveau. C'est le niveau 38,2, retracement de Fibo de 38,2 à reconquérir. Ce niveau-là, où on avait eu quand même une grosse chute, une grosse correction, donc niveau horizontal et oblique. Donc là, pour moi, c'est le niveau des 53 250 à reconquérir pour espérer une fin de baisse et une reprise haussière. Donc, très clairement, pas de plan sur le BTC. Je surveille uniquement des niveaux qui vont m'invalider ou pas la fin de la baisse. Si on bute ici et qu'on retombe, ce serait pas bon signe. À l'inverse, si on sort ce canal baissier, qu'on casse notre oblique, qu'on casse le niveau 38,2, qu'on casse la zone de support de résistance horizontale, qu'on ait une belle bougie, je pense que le marché enverra un signal. Comme quoi il a juste paniqué, que c'était encore une fois dû à de la liquidation à cause de personnes qui mettent beaucoup trop d'effets de levier, comme d'habitude, mais que derrière, le marché va repartir et qu'il avait juste besoin de purger, sortir un peu les personnes qui étaient en appel de marge pour pouvoir repartir plus fort. Donc là, pareil, deux éléments que je vais surveiller. C'est d'une part
la clôture à venir au-dessus des 53 250, de cette belle zone, avec sortie du canal baissier. Et d'autre part, forcément, la clôture weekly, qui pour l'instant, pareil, je vous avais dit, c'est le pivot clé. Donc on a deux pivots clés à surveiller cette semaine sur le BTC. Ici, c'est les 47 000. Si clôture sous 47 000, je m'attends vraiment à une dégradation du BTC, avec un retour à 44 000 et 41 000. Je n'exclus pas, pour le coup, un retour à 36 000. Ça, ce sera confirmé sur une clôture mensuelle. Si la divergence est validée, ce serait l'objectif à aller chercher. On est quasiment venu le taper. En tout cas, la clôture mensuelle va vraiment être déterminante aussi. Pour l'instant, elle n'est pas validée, donc il n'y a pas de raison de paniquer. On bascule sur les unités de temps plus courtes. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le pivot clé de la semaine. Et pour l'instant, il tient. C'est cette fameuse moyenne mobile 50. Donc, généralement, en tendance haussière, quand elle est bien orientée à la hausse, elle offre de bons résultats. Ce fut le cas ici. Ici, on est quasiment venu la chatouiller. Et là, pareil, on a fait de l'excès, mais sur clôture de bougie, encore une fois, c'est très important. Et sur clôture, elle est préservée. Donc là, c'est le niveau que je surveille aussi. Pour l'instant, belle réaction de nouveau sur la MM50, ça repart. Et j'aimerais juste que on repasse au-dessus du précédent top, ici, pour repartir dans une tendance haussière, pour confirmer la reprise de la tendance haussière, et pas seulement un vieux rebond pour repartir en direction du sud. Donc là, pas de plan, mais on a deux gros niveaux clés, 47 000 $, 53 250. Donc, surveillons et attendons déjà des clôtures de bougies daily. Et parallèlement, sur une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, ce serait franchement beau. En revanche, l'Ethereum, juste incroyable. C'est impressionnant même. Rien à dire, une zone de support largement défendue par les acheteurs. Ici, rien à dire, en fait, la tendance demeure et reste bien orientée à la hausse. Cette zone de support ici est juste redoutable, défendue à chaque fois bec et ongle par les acheteurs. Et donc, tant que ça tient, pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, en données daily, pareil, la bougie d'hier est juste impressionnante. On perdait quand même quasiment 5%. Au final, on clôture sur une hausse de 3% et quelques. Solide, vraiment très très solide, et ce qui montre à quel point l'Ethereum risque de, enfin il le faisait déjà, mais va continuer, je pense, à surperformer le BTC. Donc derrière, s'il n'y a pas d'inquiétude, je vise de nouveau les 4810 $. On a un range finalement. On a purgé de nouveau, encore une fois, sur clôture, c'est validé, la zone est préservée. Maintenant, range, c'était le scénario que je souhaitais éviter. Finalement, je suis plutôt satisfait de ce scénario, car quand j'ai vu la baisse samedi, je me suis dit, oulala, on risque de repasser dans un marché compliqué et potentiellement une dynamique baissière. Et finalement, ce range, au sein d'une dynamique haussière, permet au marché de respirer, de se stabiliser, de consolider pour ensuite repartir plus fort vers les prochains niveaux de résistance. Donc là, un range à trader. Peut-être que certains ont tenté des achats de nouveau sur la borne basse, donc une prise de bénéfice doit s'opérer au milieu, sinon 4810. Pour l'instant, ça tient, on est repassé au-dessus de la MM50 aussi. Bon, globalement, je vise toujours 4810 sur l'Ethereum. Autant sur le BTC, je suis un peu plus frileux, car la dynamique n'est pas du tout la même. Mais autant sur l'Ethereum, rien à dire pour l'instant. Ça reste haussier et on est dans un range de consolidation. Donc, trading range, toujours tenter des achats proches de la borne basse, commencer à s'alléger en haut. Et par contre, si on casse les précédents plus hauts, je pense après les avoir testés une fois, deux fois, trois fois,
Eh bien, mon TP sera à 5235 dans un premier temps. Et en donné 4 heures, rien à signaler. Rien à signaler. Voilà, ma crainte, c'était vraiment qu'on fasse cette purge, qu'on remonte, que ce soit, comme certains l'appellent, un dead cat bounce. Chute vertigineuse, rebond, et derrière, on repart. Et au final, hop, rebond, stabilisation dans un range, cassure par le haut. Donc ça, généralement, c'est de bon augure pour la suite, ce qui montre quand même que le flux vendeur s'est largement essoufflé et qu'au contraire, les acheteurs commencent doucement et petit à petit, en tout cas, à reprendre un peu l'ascendant psychologique. Néanmoins, c'est encore un peu trop tôt pour crier victoire. On repartira dans le sens du flux, forcément, si on sort par le haut de ce range. Donc là, maintenant, on est au milieu du range, rien à faire. Attendons un retour sur ce niveau. Et en cas de cassure, je viserai les 5235 $ sur l'Ethereum. Ce briefing bien marché touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.